Bon après-midi tout le monde, bon matin plutôt. Je suis vraiment contente de vous accueillir pour une deuxième fois cette semaine dans le cadre de notre cycle annuel sur la recherche en droit. Alors, si mardi on a parlé de droit et architecture, aujourd'hui on va parler de droit et anthropologie avec la professeure Ana Lucia Pastore Schritzmeier. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de l'accueillir ici. Merci d'être venu nous voir. Je voulais vous dire aussi que cette activité a été organisée avec le Centre de recherche et d'enseignement des droits de la personne. Donc, je remercie mon collègue João Veloso pour avoir proposé cette aventure commune, pour avoir participé de son organisation aussi. Et donc, je vais présenter notre conférencière, Ana Lucia Pastore Schritzmeier, est licenciée en sciences sociales et en droit par l'Université de São Paulo, au Brésil. Elle a un master et un doctorat en anthropologie sociale et est professeure au département d'anthropologie dans cette institution. Elle est aussi la coordinatrice brésilienne du projet Dialogue anthropo-juridique franco-brésilien, et elle est directrice du laboratoire d'anthropologie du droit de l'Université de São Paulo. Alors, merci beaucoup de venir nous présenter vos recherches sur le rôle des acteurs dans les procès par jury au Brésil et en France. Merci beaucoup. Bonjour, je voudrais remercier spécialement João Veloso et Margarida par l'invitation, l'accueil. Je voudrais remercier tous par leur présence. Excusez-moi mes fautes en français, hein, je n'ai pas ma langue, mais je pense que quelque chose, Margarida, peut m'aider. Oui, tout à fait. Oui. Carmen, tout le monde. Oui, oui. On peut commencer, Margarida? Ici? Oui, oui. On peut commencer? Oui. Bien, le champ où je travaille, Margarida a déjà dit, c'est le champ de l'anthropologie du droit, ou anthropologie juridique, ou comme dit Étienne Leroy en France, anthropologie de la juridicité. Norbert Rouland, c'est un anthropologue du droit en France, très important, et il définit l'anthropologie juridique comme la discipline qui, par l'analyse de discours oraux ou écrits, pratiques ou représentations, étudie les processus de juridicisation propres à chaque société et s'attache à découvrir les logiques qui les commandent. Donc, l'anthropologie s'intéresse justement pour les différentes compréhensions de ce qui est la justice, les droits et tous les processus que sont liés à ces notions de justice et droit. Et processus de juridicisation, selon Norbert Rouland, c'est cette dynamique des régulations sociales propres de chaque société qui qualifie ou disqualifie des juridiques de règles et comportements déjà inclus dans d'autres systèmes de contrôle social, morale, religion par exemple. Donc, les principes de l'anthropologie du droit, c'est justement qu'il y a beaucoup de compréhension des droits, de règles, de justice. Ça, c'est toujours un accord entre les groupes, n'est-ce pas? Pour la plupart, les juristes, dit Norbert Rouland, ignorent cette distinction et confondent le droit avec leur droit. Donc, il y a beaucoup de compréhension des droits et je vais parler de deux types de cours d'assises ou de jurys
au Brésil et en France, parce que je pense que ce sont des expressions de deux types différents, des compréhensions des justices, des peines, d'accusations, de défense, de dynamiques différentes, et pareilles quelquefois aussi. Si vous voulez faire des questions, vous pouvez me demander à quelques moments, s'il vous plaît. J'ai fait une thèse de doctorat à la fin des années 2000, 1996, 98. La recherche, c'était saisir les valeurs qui structurent une imagination sociale de mort violente. Et par conséquent, comprendre comment les acteurs de ces rituels, je pense que les jurys, c'est un rituel très précieux pour étudier les concepts de mort, de vie, de valorisation de la mort, de la vie. Donc, c'est un rituel que règle la coexistence de membres d'un groupe aussi bien que sa survie en tant que collective. Je pense que je pars du principe que les jurys, c'est un rituel vraiment spécial pour étudier les principaux accords entre les membres d'un groupe, parce que les crimes plus graves sont justement jugés par les jurys, donc les valeurs plus importantes sont posées dans un jugement par les jurys. La méthodologie que j'ai adoptée, c'était ethnographe. J'ai fait des ethnographies de plusieurs séances de jugement, de meurtres, auxquels on a assisté entre 1997 et 2001 dans les 5 cours d'assises de la ville de São Paulo. En vérité, ce sont 6 cours d'assises. Au moment, elles sont tous dans un même tribunal. À cette époque-là, elles étaient par différents points de la ville. La cour d'assises au Brésil, c'est la plus grande cour d'assises de l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'affaires parce qu'il y a beaucoup de crimes. C'est une cour d'assises, par exemple, par jour, à la ville de São Paulo aujourd'hui, il y a environ 10 jugements par jour. Et les jugements, normalement, durent seulement un jour, 4-5 heures. Je vais expliquer un peu plus. J'ai travaillé avec 4 concepts clés: jeu, rituel, drame et texte. Ce sont des concepts naïfs, parce que je n'ai pas imaginé travailler avec ces concepts avant de la recherche. Ce sont des concepts que viennent au processus de la recherche, viennent des acteurs, beaucoup d'avocats, avocats généraux, de défenseurs, disent qu'ils se sentaient dans un jeu, dans un rituel. Donc, c'est la compréhension des acteurs qui m'a fait adopter ces concepts-là. Mon français est compréhensible, oui. J'ai adopté, lié au concept de jeu, justement, j'ai travaillé le caractère ludique des jurys. Les jurys ont un caractère ludique, à mon avis, parce qu'ils rassemblent les principaux traits de n'importe quel jeu. Il s'agit d'une activité consciente, extérieure à la vie de tous les jours, et puis, tant qu'elle a lieu,
absorbe intensément les joueurs. On sait quand on est dans une séance de jury qu'on est dans un tribunal, bien sûr. Mais c'est une chose qui absorbe totalement les acteurs. On perd la notion du temps, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un trait commun de tous les jeux. La cour d'assises, elle est pratiquée d'après la cour d'assises de tous les jeux sont pratiqués d'après un certain nombre de règles. Il y a un code de processus pénal dans tous les pays où il y a la cour d'assises, à l'intérieur de certaines limites spatiales et temporelles, tout à fait saines. D'ordinaire, le jury mène à la formation des groupes qui tendent à s'entourer dans certains secrets et à souligner leurs différences vis-à-vis du reste du monde. Donc il y a des groupes, des avocats généraux, des jurys, des défenseurs, des juges présidents. Ils sont des groupes que vraiment soulignent sa différence vis-à-vis du reste du monde. Il y a des salles particulières de cabinets, de bureaux pour ces groupes. Les jurys ont également l'occasion d'une conversion de la réalité en image. Je pense que ça, c'est important. Des personnages et des drames sont créés et présentés aux jurés en deux versions de base, celle de l'accusation et celle de la défense, dans le but de les amener dans les silences qu'on leur impose. Et au Brésil, les jurés restent en silence tout le temps. Il n'y a pas de délibération, je vais dire ça en séquence. Donc, dans les silences que s'impose aux jurés, il doit s'identifier à la version qui leur paraîtra la plus vraisemblable leur permettant de rendre leur verdict. C'est un jeu de persuasion. Je pense que ça, c'est ma thèse principale. C'est un jeu de mots, un jeu de valeurs. Ça, c'est vraiment un jeu qui existe au Brésil, mais il est inspiré dans un jeu qui est créé aux États-Unis. C'est un jeu qui s'appelle Verdict, un jeu pour 4 joueurs, et un jeu qui demande la rapidité, on dit, la rapidité de dire les choses correctes au moment correct. C'est un jeu il y a 3 types de possibilités. Par exemple, quelqu'un qui représente l'avocat général peut, par hasard, retirer une carte qui commence avec une phrase qui n'est pas bonne par l'accusation, mais c'est un avocat général. Il doit accuser. Mais la carte dit quelque chose comme l'accusé au jour du crime ne restait pas au lieu de la scène de crime. Il n'était pas au lieu de la scène de crime. Comment un avocat général peut changer ce type d'information dans une information propre à l'accusation? C'est ça le jeu. J'expliquais bien, oui. Donc, c'est un jeu de mots, un jeu de... et les jurés restent toujours en position passive et devant ce type de débat, de jeu. J'ai étudié dans ma thèse
toutes les règles de jeu en comparaison avec les règles de le code du processus pénal. C'est une manière de dire c'est vraiment un jeu. Mais un jeu sérieux, pas un jeu, quelques jeux. Bien, il y a un caractère rituel associé lié à la cour d'assises, au jury. C'est un cérémoniel de jury ordonné. Des discours, des gestes, des expressions en général sont toujours importants. Des natures surtout symboliques qui se produisent à certains moments de séance et qui inspirent des attitudes de loyauté. Ça, c'est intéressant parce que les scénarios, ils inspirent déjà la loyauté, le respect. Cette question de respect, de révérence, de valeur qui se matérialise dans les votes des jurés. J'ai dit les votes parce qu'au Brésil, comme j'ai dit, les jurés ne peuvent pas délibérer. Et à la fin de la séance, ils se réunissent dans une salle, mais pas pour délibérer. Ils doivent rester en silence et seulement ils peuvent répondre des questions posées par le juge président. Répondre avec oui ou non. Donc, c'est un rituel qui présupposer le silence comme en valeur, le silence comme le valeur de bien juger. C'est totalement différent du valeur de la délibération, n'est-ce pas? Il y a deux valeurs en jeu. Au Brésil, le silence comme en valeur pour bien juger, et en France, je pense qu'ici au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, les débats, la délibération comme en valeur pour bien juger. Les actes rituels transcendent l'événement rapporté dans les actes du procès et touchent des drames fondamentaux de l'existence humaine. L'amour, toutes les choses, la loyauté entre les amis, les groupes, ce sont ça les valeurs. Il y a un musée de la justice à São Paulo, inspiré dans le scénario français du jury. Là-bas, c'est la salle du pas perdu. Je ne sais pas comment utiliser ça. C'est le musée, le veste typique, comme en France. La salle. Il y a aussi un caractère théâtral très fort au jury. Je pense que le système de justice est criminel, les jurys y compris, constituent un système de pouvoir. Ici, je travaille avec la littérature d'anthropologie du droit, de la philosophie du droit, n'est-ce pas? Donc, les droits et les pouvoirs sont toujours ensemble. Et comme on ne peut pas séparer l'art de gouverner de l'art scénique, qui dit ça, ce sont beaucoup d'anthropologues d'État, anthropologues de la politique. Les jurys produisent des effets qui se comparent aux illusions créées par le théâtre. La scène de jury, c'est une scène théâtrale. Il y a l'espace principal, l'espace du public, la scène principale, n'est-ce pas? C'est un théâtre typique italien, n'est-ce pas? Lors des jugements, les juges, les procureurs, l'avocat de la défense et les jurés se partagent les rôles du prince. Je pense au prince de Machiavel. Le premier règne en tant que souverain et dans une apparence de neutralité,
principalement au Brésil, les juges présidents n'est pas un juré. Il ne participe pas de les groupes des jurés. Il est vraiment un maître des cérémonies. Le deuxième, que c'est l'avocat, le procureur, accuse avec véhémence normalement, et l'avocat de la défense, le troisième, protège l'accusé, et les derniers, les jurés, décident dans un silence méditatif au Brésil. Donc je pense que le jeu de pouvoir au jury du Brésil, c'est un jeu intéressant parce que le pouvoir, apparemment, il est partagé par les acteurs, mais pour ça, c'est un pouvoir fort parce que l'accusation n'est pas confondue avec la défense, mais ils jouent le même jeu, n'est-ce pas? C'est le même jeu, c'est le même pouvoir. Commandier qui s'y scinde en quatre et par là se renforce, la mise en scène de jugements de vie et de mort compte parmi ses effets les plus frappants celui de sacraliser l'institution justice et de redonner vigueur à l'étiquette et à l'esthétique sociale. Ça, c'est un dessin de la salle de jugement, d'une salle typique de jugement au Brésil. Donc, c'est un théâtre, n'est-ce pas? Parfait. Les juges restent au Brésil toujours au centre de la scène. À la droite, l'avocat général, à gauche, un fonctionnaire de la justice. L'accusé, toujours séparé avec ce défenseur, les policiers, et devant l'accusé, à côté de l'avocat général, les jurés. Au Brésil, nous avons seulement un type de jury, avec 7 jurés populaires, seulement jurés populaires, tirés au sort à partir de listes électorales, mais aussi il y a la possibilité des jurés qui sont volontaires, qui peuvent dire qu'ils veulent être jurés, les étudiants de droit, les personnes qui travaillent avec une organisation, une ONG. Donc, il y a une séparation qui doit être étudiée, analysée, qui elle est déjà éloquente, n'est-ce pas? La justice est normalement associée à la position de juge-président et de l'avocat général. Et ce qui n'est pas la justice, les interviewés associent justement à l'accusé et au défenseur, au avocat de défense, parce qu'ils sont vraiment séparés au Brésil. Ça, c'est très différent. En France, je ne sais pas comment ça se passe. Ici, au Canada. Au moment de la délibération, qui n'est pas une délibération au Brésil, les jurés, le juge président, l'avocat général et l'avocat de la défense sortent de la salle, restent à la salle secrète, mais ils ne délibèrent pas. Normalement, la salle reste vide. Et après la séquence de demandes, réponses, oui ou non, les votes, tout le monde retourne à la salle et les juges présidents profèrent la sentence, on dit. Oui. Au moment de la votation, non. En ce moment-là, l'accusé,
il reste dans une autre place. S'il n'est pas... Il n'a pas de délibération. Les jurés ne peuvent pas parler, ne peuvent pas discuter l'affaire. Quelques discussions à propos de l'affaire interdit les jurys. Oui. Est-ce que le vote est secret? Excusez-moi? Est-ce que le vote est secret? Totalement secret. Mais il y a des signes que les jurés, non, les signes qui toujours révèlent des choses, n'est-ce pas? Mais c'est secret. Pendant le jugement, les jurés ne peuvent pas parler de l'affaire. Par exemple, s'il y a une pause pour un café, quelque chose comme ça, les jurés ne peuvent pas parler de l'affaire. Ne peuvent pas parler directement, évidemment. Mais ils parlent toujours, d'une manière métaphorique. Oui? Est-ce qu'ils peuvent parler au juge pendant la non-délibération? Excusez-moi? Est-ce qu'ils peuvent... ici, les jurys peuvent demander des points d'explication au juge, peuvent demander à revoir certaines choses. Oui, mais c'est rare. Ils peuvent demander. S'il n'y a pas de délibération et qu'ils sont en secret dans des pièces où personne parle, ça va très vite? Les jurés peuvent, pendant le jugement, demander quelque chose, mais sans révéler sa position, toujours. Mais les juges présidents au Brésil, normalement, ne permet pas de demandes orales, seulement par écrit. En France, la même chose. C'est pareil. La question du vote, c'est seulement un vote majoritaire, 5. Ah oui. C'est la 4, oui. Oui. 3, non. Voilà. Ce sont 7 jurés. Seulement la 4 à 3, c'est une possibilité de sentence. Aujourd'hui, la loi a changé en 2008, la loi pénale, de procédure pénale a changé au Brésil. Jusqu'à 2008, tous les 7 votes sont racontés. Mais aujourd'hui, au moment que la majorité est définie, on arrête la... Oui. Mais toujours les juges, ils savent le résultat total. Oui. Est-ce que vous connaissez les raisons qui ont poussé le jury à passer de l'unanimité à la majorité? Il n'a pas... Au Brésil, il n'a pas l'unanimité. Avant, c'était pas 7. Avant 2008 Non, pas d'unanimité. Mais avant 2008, tous les votes sont oralement comptabilisés par les juges présidents. Ils comptabilisent les 7 votes. Depuis 2008, par exemple, les juges comptabilisent, oui, un vote, oui, 2, 3, 4. Ils s'arrêtent parce que n'importe les 3 votes succédants, c'est la majorité. Je travaille aussi les jurys comme un texte. C'est typique de l'anthropologie. Penser que les mots créent la réalité, n'est-ce pas? Et vice-versa. Donc, les séances qui peuvent aussi être lues comme un texte, littéraire, dont les paroles et l'expression principale proviennent d'un vocabulaire des sentiments. Qui dit ça, c'est Clifford Geertz, un anthropologue américain que j'aime beaucoup. Il dit que les rituels sociaux sont toujours des rituels où on peut regarder
les vocabulaires vivent, les vocabulaires des sentiments en exécution. Métaphoriquement, la violence de vivre et de tuer, de même que certains moyens par lesquels on essaie de travailler ces drames. Donc, on peut lire les séances de jury comme un texte. Les principales conclusions, ces jugements se fondent sur la manipulation d'images relatives à des pouvoirs fondamentaux de n'importe quel groupe social. C'est lui qui permet à un individu d'en tuer un autre et c'est lui qui autorise les institutions sociales à contrôler cette faculté individuelle. Je pense que ça, c'est le jeu principal. Par là est mise en jeu et en scène, dans les jurys, la survie elle-même du groupe, bien davantage que la vie et la mort des individus. Donc, je pense que l'accusé est toujours une métaphore de la société. Toujours, c'est la société qui est actualisée au jury, ses valeurs, ses structures. Le pouvoir individuel de tuer sera considéré comme légitime ou illégitime selon les modes par lesquels les morts deviennent texte et acquièrent un contexte, et selon la manière par laquelle ils sont convertis en images et mis en scène. Je travaille avec beaucoup d'auteurs. Ballandier, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui travaille en anthropologie de la politique. Bourdieu, Pierre Bourdieu, Foucault, bien. Il y a beaucoup d'auteurs. Ça, c'est ma recherche actuelle. Je compare les jurys en France et au Brésil. Ça, c'est justement la scène commune d'une cour d'assises en France. Donc, c'est très différent, n'est-ce pas, du Brésil. Il y a une lune, une média-lune, demi-lune en France. Les juges présidents toujours au milieu de la lune. Les deux juges assistants, magistrats aussi, à côté, à droite et à gauche, deux juges présidents. Et les jurés populaires, ils ferment le tour. L'avocat général dans une extrémité et d'autres extrémités, le fonctionnaire, le greffier, l'huissier. L'accusé en France, il y a quelques années déjà, il reste dans une box du vitre, en vitre, à cause des crimes de terrorisme. Donc ça, c'est une chose un peu étonnante, hein, parce que toujours, ils sont séparés avec ces box-là. Mais il y a quelque chose vraiment éloquent à partir de la disposition scénique de ces deux types de jurys. Actuellement, au moment, ma proposition, c'est exposer et analyser les aspects contrastifs tels que architecture et dynamique des audiences, espace pour les accusés, espace de parler, de réagir, de participer de la scène, forme comme les jurés décident, délibèrent. J'ai eu un projet, un partenariat avec le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, avec Madame Gilda, la professeure Gilda Nicolo. Le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris travaille il y a 50 ans avec beaucoup
possibilités de l'anthropologie juridique, c'est le laboratoire qui a inspiré le NADIR, que c'est le laboratoire que je coordonne au Brésil. Nous avons travaillé ensemble entre février 2013 et décembre 2016 avec l'objectif de renforcer les axes convergents de recherche entre les deux labos, comme transformation du droit et du pluralisme juridique, les minorités, les peuples autochtones, mais aussi les études de genre, de la terre, de l'environnement et des institutions de l'anthropologie. Bien, j'ai un travail de terrain déjà développé à cause de mon doctorat entre 1997 et 2001. J'ai accompagné plusieurs audiences à São Paulo. Tous les années, j'offre une discipline, un cours d'anthropologie du droit à l'Université de São Paulo. Et j'invite les étudiants pour, dans un même jour, être présente à une audience, parce que je pense que c'est un exercice très intéressant qu'un groupe un groupe regarde en même temps une audience et après tout le monde peut parler son point de vue. N'est-ce pas? Ce sont différentes audiences que chacun accompagne en vérité, n'est-ce pas? J'aime beaucoup faire ce type d'activité. En France, j'ai déjà ethnographié 14 audiences. Elles sont très longues, quelques audiences, quelquefois, durent une semaine, 2 semaines, au minimum 2 jours. Donc j'ai commencé à Douai, au nord de la France, à Lyon et à Paris. Je fais le travail de terrain 1 fois par an. Ça, c'est mon livre, malheureusement seulement en portugais, mais Margarida va emmener à la bibliothèque. C'est ça, c'était un cadeau de la professeure. Merci. Bien, qu'est-ce que je fais au moment de ma recherche? J'ai beaucoup de cahiers de terrain avec les ethnographies. Et je suis en train de construire un grand comparaison entre les jurys au Brésil et en France. J'ai laissé en anglais, excusez-moi, mais je n'avais pas du temps pour transcrire en français. Mais c'est ça un exemple seulement de la comparaison que je suis en train de construire à propos de tous les aspects de les 2 jurys. Par exemple, la compétence, la composition, les acteurs, quels sont, s'il y a de similarités, les rôles des présidents, des juges présidents. Je vais passer rapidement. Et ce qui m'intéresse vraiment au moment, c'est la question de la délibération, les silences et la délibération. Ça, c'est la salle du jury de Douai, c'est les box où restent les accusés. Ici, en France, il y a aussi les avocats, comment on dit en France, la partie civile, ce sont des avocats de la victime, de la part de la victime, de la famille de la victime, qui demandent
comment on dit, restitution financière, économique. Mais c'est une deuxième accusation, toujours, n'est-ce pas? Ça, c'est très rare au Brésil. Au Brésil, quelquefois, il y a un assistant de l'avocat général de la part de la victime, mais c'est rare. En France, je pense que c'est très commun, la partie civile, et ça constitue en vérité une double accusation, parce que il y a des intérêts d'accuser toujours, n'est-ce pas? Donc, ça c'est en descend d'une jury en France. Au Brésil, avec les crucifixes, malgré l'état laïque. Hein. Ça, c'est le plus grand cour d'assises à São Paulo, en Amérique du Sud. C'est une grande salle, mais plus grand en question des affaires. Il y a beaucoup d'affaires dans les premiers cours d'assises à São Paulo. De nouveau, le 2 décembre, comparatif. Et ça, c'est work in process, mes premières élaborations théoriques à propos de qui est le sujet des droits en France et au Brésil. Selon Paul Ricoeur, le sujet des droits, c'est le sujet capable de constituer, capable selon des éléments, l'estime de soi et le respect de soi. L'estime de soi, c'est la possibilité de se faire reconnaître comme énonciateur de ses déclarations pour être agent et narrateur d'histoire sur lui-même. Ça se passe en France malgré les box, malgré les doubles accusations, parce que l'accusé en France, il peut parler pendant la séance. Tout le temps, normalement, mais pas toujours, l'accusé peut réagir après les choses qui sont dites à propos du fait, de sa personnalité. Au Brésil, il n'existe pas cette possibilité. L'accusé uniquement participe du jury au moment de son interrogatoire. Il y a un moment précis au Brésil où l'accusé doit répondre des questions posées par le juge président et par l'avocat général, le défenseur. Mais, sauf ce moment-là, l'accusé ne peut pas participer, réagir. Évidemment, il peut réagir avec son corps, ses expressions, mais il ne peut pas parler. Et en France, je ne sais pas ici au Canada, mais en France, l'accusé, autorisé par le juge président, évidemment, il peut réagir. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Beaucoup d'accusés en France sont immigrés, n'est-ce pas? Ou descendants d'immigrés, la première génération d'immigrés en France. Donc, il y a beaucoup d'accusés en France qui ne parlent bien le français et qui ne peuvent pas s'exprimer bien. Ils ont le droit de parler, mais ils n'ont pas la condition de parler bien. Ça c'est marquant. Bien. Le respect de soi, selon Paul Ricoeur, est la capacité pour juger impartialement ses actions. Donc, le sujet capable est capable pour faire des médiations interpersonnelles et médiations institutionnelles. C'est le sujet qui peut participer de la scène sociale. L'accusé au Brésil
presque condamné, parce qu'au Brésil, accusé, c'est la même chose que quelqu'un vraiment coupable. Je dis que on double contre l'accusé. Hein. S'il y a quelques doutes au Brésil, il y a vraiment l'affirmation que la meilleure solution, c'est accuser. Parce que s'il est déjà là, quelque chose il avait fait. N'est-ce pas? Donc, on peut dire que l'accusé au Brésil, c'est presque pas sujet de droit. Parce que c'est un sujet incapable. Pas d'estime de soi et aucun respect de soi. La position de l'accusé au Brésil, comme on a déjà vu dans la scène de jury, c'est une position toujours apartée de la participation. En France, la même chose, mais au Brésil, l'accusé ne peut pas être un énonciateur de ses paroles, pas agent et narrateur d'histoire sur lui-même. Il est incapable de juger impartialement ses actions. Ses compétences ne sont pas mises à jour par les médiations interpersonnelles, les formes institutionnelles d'association. Donc, les jurés brésiliens et français, on peut dire, ils sont sujets de droit. Est-ce qu'ils sont sujets de droit, sujets capables? Quels sont les jurés brésiliens et français? Bon, dans les jurys du Brésil, les jurés ne peuvent pas être énonciateurs de ces paroles. Ils doivent rester en silence tout le temps. Je sais maintenant que, à cause de Facebook, de WhatsApp, les jurés brésiliens, ils sont en train de créer des groupes de jurés. Donc, ça change beaucoup, hein, parce qu'ils ne peuvent pas... Évidemment, le portable ne reste pas avec les jurés brésiliens pendant toute la séance. Les portables sont, comme on dit, confisqués. Oui. Mais après la séance, après l'audience, ils récupèrent le portable, tout le monde change ce numéro de téléphone et il y a des groupes de jurés au Brésil qui aujourd'hui changent des opinions à propos des audiences. Donc ça, c'est fantastique. Je suis en train d'étudier les groupes. J'ai déjà accès à certains groupes de WhatsApp parce que c'est très intéressant. C'est pas interdit, il risque pas d'être... Après l'audience? Une fois que le jugement a été rendu? Oui, oui. Mais le même juré au Brésil, il est obligé, le même juré doit être au jury une fois par mois. Par exemple, 12 octobre, 12 novembre, 12 décembre, tous les mois, le même groupe doit se présenter à la cour d'assises pour être ou non participer des conseils, des sentences. Donc, s'ils ont déjà un groupe de Facebook, de WhatsApp, pendant l'année, ils changent beaucoup d'opinions, n'est-ce pas? Il n'y a pas de silence total. Et ça, c'est très intéressant. Une personne peut être membre de 12 jurys dans une année? Excusez-moi? Une personne peut être membre... Parce que j'aimerais comprendre la composition du jury, parce que c'est très différent de Oui. ici. Là, vous dites, j'ai vu tantôt dans les il y a projections, il y en a 25 jurés. On en regarde 7 à la fin. Oui. Comment on les sélectionne, ces 7-là, sur les 25? Oui. Toujours, ce sont 25 les jurés convoqués on dit, pour participer d'une audience. Toujours 25. Les 25 sont là, et il y a le tirage au sort. Au minimum 15 doivent être présents pour le tirage au sort. 7 seront les jurés qui
qui vont participer du conseil de sentence, du conseil de sentence. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le jury peut se- C'est possible, justifié, motivé, mais c'est une obligation comme les votes pour le président de la République. Il faut justifier très bien pour ne pas participer. Mais au Brésil, les jurés sont majoritairement les professionnels libéraux, les professionnels libéraux, parce que les gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'endroit, les gens pauvres ne peuvent pas participer du jury parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller au tribunal. Donc, il y a beaucoup d'absence des gens pauvres. Qui est... On s'assure de l'impartialité du jury. Parce que là, les pauvres ne peuvent pas y aller. Il y a des gens, on peut être volontaire. Donc, je veux dire, dès lors qu'on peut être volontaire... Ça, c'est une question. Oui, c'est ça. Alors, à partir du moment où quelqu'un a été accusé au Brésil, c'est fini. Ses chances de s'en sortir sont à peu près nulles. La question des classes sociales, c'est au Brésil, vraiment. Nous avons beaucoup de recherches statistiques qui montrent que les gens jeunes qui sont afrodescendants, pauvres, des banlieues, sont les gens plus fragiles devant la justice pénale, criminelle. Très, très fragile. Pas de scolarité. Et les jurés, au contraire, ce sont des professionnels libéraux, des étudiants de droit. C'est possible, un étudiant de droit, être juré au Brésil. Je ne sais pas au Canada, mais par exemple, des étudiants des sciences sociales, quelquefois, sont convoqués pour être jurés. Et normalement, sont refusés. Parce qu'il y a la possibilité de récusation. N'est-ce pas? Récusation, on dit. Refuser. Refuse. L'avocat peut refuser un jury dans un jury? Les avocats généraux et les avocats de défense ont le droit de refuser 3 jurés chacun, sans motivation, sans dire pourquoi. Après ça, ils peuvent continuer à refuser, mais il faut dire pourquoi. Je fais des interviews avec les avocats généraux et les avocats défenseurs. Je demandais pourquoi ils refusent, sans motiver. Ils m'ont dit qu'ils refusent à partir de la profession. C'est une profession critique, une profession que, par exemple, sciences sociales, périodiste, une profession que fait penser beaucoup, pas rien. Mais un mathématicien, un ingénieur qui fait des calculs, c'est beau. Par l'avocat général, par la défense. Il ne savait pas la trajectoire de vue des jurés. Il n'a pas quelques investigations de la trajectoire de vue. Il y a seulement l'âge, la profession. Les avocats savent seulement l'âge, la profession, et ils regardent l'apparence, n'est-ce pas, la couleur du peau, la manière d'être. Donc, il y a la réfusation, la refuse, c'est un moment que j'appelle la sociologie sauvage. Comme a dit Freud, la psychanalyse sauvage, dehors de la clinique, donc dehors du champ de la science sociale, les avocats, ils font une sociologie sauvage. Les variables sont croisées. Couleur de la peau, âge, profession, pas refusé ou non. C'est terrible, hein? Parce que ça reproduit les stéréotypes. Stéréotypes, on dit? Toujours. Hein? Il y a une question? Oui, je voulais seulement
demander une précision de son commentaire en même temps. Ça pourrait aider un peu ce type de discussion et même d'autres questions. C'est que l'idée que le procès pénal au Brésil, ce n'est pas nécessairement la même orientation de traitement processuel dans le common law, et même d'autres traditions civilistes. Ce n'est pas nécessairement qu'on garantit de l'accusé contre l'accusation de l'État, mais plutôt une garantie de l'État de bien expliquer c'est quoi la vérité à l'arrière de la criminelle. Et là, donc, dans ce sens, le jury n'est pas nécessairement dû à l'accusé, mais le jury est dû à l'accusation. Il y a un protagonisme de l'avocat général dans les jurys du Brésil. Est-ce que l'accusé peut refuser les procès par jury et aller... Donc, quelqu'un accusé de mort au Brésil, est-ce qu'il peut dire non, moi je ne veux pas... Oui, au Brésil, seulement 4 types de crimes sont de la compétence du jury. Les assassinats, l'avortement, qui c'est un crime au Brésil, l'infanticide, qui aussi c'est différent d'un assassinat, et ce qu'on dit instigation au suicide. C'est difficile de faire la preuve, mais ce sont seulement ces 4 types. En France, tous les crimes contre la vie sont de la compétence des jurys. N'est-ce pas? Parce qu'au Brésil, l'accusé légal, moi je n'ai besoin pas d'un procès par jury, je vais jugé par mon jury. Parce qu'ici, quelqu'un peut avoir droit à un procès par jury, il peut renoncer sur son droit et demander... Non, au Brésil, non. On ne peut pas renoncer. On fait un plaidoyer de culpabilité, et voilà, c'est réglé l'affaire. Donc, le jury au Brésil, c'est une obligation d'État pour rendre justice. Justement. Il n'a pas de jury civil pour les affaires civiles, seulement par ces 4 types de crimes. Est-ce que l'avocat... Si j'ai bien compris, un jury pourrait être appelé donc, à siéger plusieurs fois. Les jurys, excusez-moi, je ne... Le jury pourrait être appelé à siéger plusieurs fois pendant une période d'une année. 12 fois par an. Est-ce qu'un accusé pourrait soulever le manque d'impartialité du jury s'il voit les résultats des procès précédents? Est-ce qu'il pourrait, ou pour d'autres raisons, dire, écoutez, c'est clair que c'est un jury qui condamne toujours ou qui, par ses questions au juge, manque d'impartialité, ou même par des commentaires qui ont été faits par la suite à la délibération dans Facebook ou WhatsApp? Est-ce qu'on pourrait soulever cet argument-là? En principe, oui, mais comme les votes sont secrets, il y a la présupposition, les présupposés que les jurés sont des morales illibades, honorables, un presupposto. Il y a un présupposé que il n'y a pas de problème de juger d'une manière incorrecte. Mais, bien sûr, il y a, comme j'ai dit, il y a 6 cours d'assises au Brésil. Et quelquefois, on dit la première cour d'assises, c'est comme la Câmara de gaz, comme on dit en France. Chambre à gaz. Il y a quelques cours d'assises, il y a déjà sa réputation, mais principalement à cause de l'avocat général. L'avocat général au Brésil représente la société, les intérêts de la société, et c'est rare qu'un avocat général n'accuse pas. Toujours l'avocat général est lié à l'accusation. Quelquefois, il y a un accord entre l'avocat général et l'avocat de la défense pour une peine très légère. Et au Brésil, les jurés ne délibèrent pas la peine,
seulement la culpabilité. En France, les jurés délibèrent la culpabilité et la peine. Au Brésil, c'est le juge président qui fait les calculs de la peine. Il considère le facteur qui sont aggravants, on dit en France, en français, atténuants, c'est ça. Juste pour une précision sur le plan des résultats, est-ce qu'on va comprendre qu'au Brésil, les procès se terminent invariablement par des déclarations de culpabilité? Je sais pas si vous avez des statistiques à cet égard. Excusez-moi, je n'ai pas Est-ce que compris. les procès se concluent inévitablement par des déclarations de culpabilité au Brésil? Donc, est-ce qu'on doit vraiment comprendre que l'accusé est condamné à l'avance? Donc, je ne sais pas si vous avez des statistiques, par exemple, sur un nombre de procès ou le pourcentage qui se conclurait par une déclaration de culpabilité par rapport à l'autre. Est-ce que ce serait différent en France? Oui, il y a des recherches qui ont déjà fait cette évaluation. Il y a beaucoup de sentences, de condamnations. Il y a plus de sentences de condamnation que d'absolution au Brésil. Et à São Paulo, il y a beaucoup. Donc, parce qu'au Brésil, comme en France, il y a des moments, de sentences dans les processus du jury. Il y a la sentence de prononce. Au Brésil, on dit pronuncia. Je ne sais pas comment on dit en France et au Canada. Il y a le mot sentença de pronúncia. Parce que... Bon, Plaidoyer coupable? Plaider coupable, peut-être? Bon, c'est la décision qui envoie c'est la... l'assise. Oui. Au Brésil... La part du juge. Oui, le processus du jury commence à la police, avec le document des policiers qui dit oui, il y a un crime, il y a des évidences matérielles. Après ça, il y a un premier moment très important où tous la procédure policière se transforme en procédure juridique. C'est un moment d'accusation. C'est l'avocat général qui fait ça. Cette évaluation de rapport de la police, il dit il y a des conditions de transformer ça dans un processus juridique. Donc, c'est un premier moment où s'identifie l'accusé, les évidences. Après ça, et après tout les activités juridiques, les juges individuellement, les juges présidents, ils donnent ou non une sentence qui au Brésil s'appelle sentence de pronuncia. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais c'est une sentence qui, en vérité, dit il y a beaucoup d'évidence que l'accusé est coupable. Donc, l'accusé arrive au jury avec une sentence d'accusation. C'est pour ça qu'il est au jury, au Brésil. C'est la sentence d'accusation que les jurés lisent comme document pour entendre l'affaire. Ça, c'est une chose que les avocats défenseurs n'aiment pas parce qu'ils luttent contre, parce que les jurés arrivent, les jurés qui sont tirés au sort, le premier contact avec l'affaire, c'est la sentence d'accusation. C'est la version de l'accusation. En France, c'est le juge président qui ouvre la cour d'assises en lisant son rapport. Et il doit lire tous les volumes du processus et il fait un rapport, en principe avec neutralité.
Au Brésil, non. C'est là la sentence d'accusation qui est lue et commence la cour d'assises. Donc, il y a un protagonisme de l'accusation, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que un dubio contre l'accusé. Si tu me permets, sa question est vraiment très importante. Au Brésil, les anthropologues ont l'habitude de dire que le Brésil, ce n'est pas pour débutants. Ce sont eux qui ont inventé cette délicieuse phrase. Fernando, c'est une phrase littéraire de Machado de Assis. Ah oui, Machado de Assis, c'est bien. Oui. Mais les anthropologues se sont appropriés de cette phrase, la répètent à tout le monde. Votre question est très importante. Je crois que c'est ce que Anna explique par rapport au jury est généralisable à toute autre forme de jugement, pas seulement le jury, c'est-à-dire cette idée de condamnation préalable. L'explication de cela est très compliquée. Et pourtant, nous vivons supposément dans un état de droit sur papier, mais qui dans la pratique, on sait que ce n'est pas du tout ça, c'est bien loin de cela. Il y a une chose parmi bien d'autres qui peut peut-être aider à comprendre cette idée d'une condamnation préalable, d'un destin déjà fixé à la condamnation, qui c'est le rôle de l'enquête policière au Brésil, qui est totalement différent de l'enquête en Amérique du Nord. L'enquête en Amérique du Nord, surtout avec l'exigence de la comparution en 24 heures, l'enquête brésilienne est autre chose. Même si on a introduit récemment cette obligation, il y a un personnage, le mot, il n'y a pas de traduction à cela, délégado. C'est qui le délégado? C'est le chef de police, chef d'un poste de police. Il a un rôle absolument extraordinaire dans l'enquête. C'est lui qui mène l'enquête sur un cas et le résultat de cette enquête reste attaché au dossier jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, les acquittements, évidemment, ça existe, mais je crois pouvoir affirmer que la plupart du temps, c'est pour des questions de procédure, des erreurs de procédure, ou quand on arrive à démontrer que les preuves, par exemple, ont été fabriquées. Ça existe à volonté. En dehors de cela, si le délégat de ce personnage envoie cette enquête, bien entendu, qu'il est cuit. L'accusé est cuit. Il n'y a rien d'autre. S'il a le courage d'envoyer ça à la couronne l'accepte, et cela reste attaché jusqu'à la fin, c'est un poids permanent à dire il est accusé, à moins qu'on trouve une faille quelque part pour l'acquitter. Donc le rôle de ces personnages est fondamental là-dedans. Et je demande souvent à des gens, à des amis européens, s'il y a quelque chose de semblable dans d'autres pays. Je ne trouve jamais. Si quelqu'un peut me renseigner là-dessus, un membre de la police, en fait, c'est l'autre particularité. Il est inqualifiable, ce personnage délégat. Pourquoi? Parce qu'il relève ce qui serait le ministère de la Sécurité publique de la province. Alors, si le juge veut, par exemple, faire un commentaire négatif à l'égard de ces personnages, il dira au juge, moi je suis le pouvoir exécutif. Si le ministre de la Sécurité publique veut lui donner du trouble, il dirait, je suis le pouvoir judiciaire, mon enquête suit tout le temps. Il est dans un univers à part. Et donc, cela est, je crois, une partie de l'explication de ces condamnés d'avance. Le rôle de cette enquête est très, très lourd. Merci. Est-ce qu'il y a en France quelqu'un qui joue les rôles de défenseur public comme au Brésil? Oui, oui. Il y a une institution que je pense qu'elle ne s'appelle pas Defensoria Publique, mais ce sont des avocats les avocats défenseurs qui actuent
principalement pour les accusés qui ne peuvent pas payer les avocats particuliers. Mais je ne sais pas si c'est une institution liée à l'État comme au Brésil. Mais non. C'est les avocats Prodeo. Prodeo. Au Brésil, on Pro a un bono. système Qu'on- qui est attaché au pouvoir exécutif. Alors, Oui. pour devenir un défenseur public, tu dois passer un examen public, un concours public, et tu deviens fonctionnaire de l'État, justement pour faire la défense des gens qui n'ont pas d'argent. Oui, normalement en Belgique comme en France, les avocats, en fait tous les avocats qui sont inscrits à l'ordre du barreau sont censés pouvoir faire du prodéo. Et les avocats qui n'en font plus, et le gros problème des avocats prodéo en Belgique et en France, c'est que c'est souvent les jeunes et sauf pour les cours d'assises où là il y a justement cet attrait pour les médias et tout ça, mais en général les avocats prodéo c'est les moins bons, sauf en cours d'assises où là on a de très bons avocats qui vont se porter volontaires, même en n'étant pas payés, pour s'occuper de la cause. Oui, je pense ce que vous décrivez là, c'était au moins, je n'ai pas suivi si ça a changé, c'était le début de la carrière du procureur par la couronne, c'est déjà du couronne au Brésil, c'est les défenseurs publics. Les défenseurs publics, il commence par là, donc il est attaché au ministère public. Oui. Est-ce qu'il a une dernière question? Sinon, nous avons encore temps pour une dernière question. Concernant le fait que le vote soit à la majorité et pas à l'unanimité, est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles le pouvoir législatif, quand il a instauré la cour d'assises, a décidé d'utiliser un vote à la majorité? Les raisons qui ont poussé à adopter la majorité plutôt que l'unanimité? Je ne sais pas originellement quelle est la raison. Il faut étudier ça. Je pense que c'est une question très importante. Il y a beaucoup d'articles où on discute le fameux 4-3. Et quelques jurés ont déjà déclaré qu'ils ont se trompé au moment de la votation secrète, ils ont se trompé, ils n'ont pas posé le oui, mais le non, c'est le 4-3. Mais je pense qu'il y a l'idée de que la divergence 4-3, c'est une sentence divergente, n'est-ce pas? Que la divergence c'est possible, mais pas la divergence de la délibération. C'est ça qui me reste vraiment, c'est ça ma question de recherche au moment. Quel est le statut de silence au Brésil? Il y a une histoire que je récupère parce que les jurys au Brésil existent depuis 1822. C'est le moment de l'indépendance du Brésil, du Portugal, n'est-ce pas? C'est le moment où les jurys, c'est seulement possible pour les jurés hommes, propriétaires, comme en Angleterre originellement, n'est-ce pas? Propriétaires, électeurs. Eux, pendant le 19e siècle, les autres personnages sociaux, pas propriétaires, lettrés, universitaires, peu à peu participent des jurys. Et le silence, en principe, c'est la garantie d'un jury n'est pas influencer, on dit, influencer un autre. Donc, l'idée de délibération au Brésil, c'est l'idée d'influence
négative, par des constructions d'une décision collective. La conception des collectivités au Brésil, c'est toujours une chose liée à la périculosité. N'est-ce pas? C'est un pays vraiment marqué par le medo do coletivo. Le père des masses, des groupes civils organisés. C'est un pays des traditions vraiment très dures. Je pense que l'unanimité, c'est plus difficile, principalement si le vote est secret. Combien de fois il faut voter pour arriver à l'unanimité? C'est impossible. C'est un géant possible. Excusez-moi. Un trait culturel au Brésil où toute l'unanimité est suspecte. Toute l'unanimité est suspecte. Oui, mais donc on a dit la diversité, mais on contrôle tout le temps la diversité. Absolument. On a dit la diversité de 4 à 3, mais on contrôle, il y a le contrôle de la délibération. Il faut rester en silence. Je pense qu'il y a quelque chose que je dois investiguer d'une manière plus profonde. J'ai une question, juste oui ou non, c'est très rapide. Est-ce que l'accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité? L'accusé? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas... Lorsqu'il se présente à son procès, est-ce qu'on lui demande s'il se déclare coupable ou non coupable? Quelquefois, il peut dire qu'il est innocent. Qu'il est innocent. Mais on lui demande, c'est une étape formelle. Oui, oui, oui. La première question que le juge président, normalement, dirige aux accusés, c'est qu'est-ce qu'il veut dire à propos de l'accusation. Okay. Il peut dire, je ne suis pas coupable. Il peut dire ça. Mais c'est une stratégie, quelquefois, dire je suis coupable. Alors, merci. Je voudrais remercier de nouveau, une fois de plus, Margaride, João et principalement Fernando, parce qu'aujourd'hui, les diapositives sont révisées. Mon français, c'est révisé par Fernando. Pas seulement de manière formelle, mais le contenu. Donc, nous avons fait un partenariat ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci de votre présence. Merci Ana Lucia. Merci. Un petit souvenir de merci, la Jean. session de la civile. Merci, merci.